Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer notre exploration des lettres cheminées sur la voie. Alors aujourd'hui, on va discuter plus particulièrement des lettres 7 et 8. Et ces deux lettres, quelque part, le thème un peu sous-jacent qui existe, c'est le dialogue. C'est le dialogue, et la chose qui est très 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 liée au dialogue, c'est l'écoute, puisque pour pouvoir dialoguer, il faut écouter. Et ce dialogue, pour moi, il m'a fallu pas mal d'années pour m'en rendre compte. Il se décline en fait en 4 niveaux. C'est le dialogue avec les autres, et c'est le dialogue aussi avec soi-même, puis c'est le dialogue avec la nature, et puis ce que j'aime bien dire parfois, et au-delà, dialogue avec au-delà. Donc c'est un peu la thématique, on pourrait dire, avec la première lettre est un peu plus sur le dialogue interpersonnel, et la deuxième lettre c'est plus par rapport à la nature, avec les 5 éléments. Donc comme chaque fois, j'ai juste vous montré, partager avec vous un peu les ouvrages que je cite dans ces deux lettres-là. Alors je ne reviens pas sur ceux que j'ai déjà montrés, parce qu'en fait j'ai repris un peu le Tao Te Ching, c'est un peu un classique qui revient souvent. Puis j'avais beaucoup aimé cette citation sur la sensibilité, le cœur sensible de Chogyam Trungpa, donc qui est à nouveau pris de son livre Shambhala, la voix sacrée du guerrier. Donc ça, je ne vous les présente pas à nouveau, mais je vais vous présenter donc les autres livres. Donc il y en a 2 qui sont plus particulièrement liés à l'environnement. Alors ça c'est une amie en fait qui avait coordonné ce livre Homme Milieu, vers un croisement des savoirs pour une méthodologie de l'interdisciplinarité. Et c'est la lettre que j'avais faite sur les 5 éléments, elle est un peu tirée de ma contribution à ce livre. Donc pour ceux d'entre vous qui regardent, qui sont intéressés par les relations entre l'être humain et son environnement, et dans une approche un peu interdisciplinaire, c'est un livre qui est vraiment très très chouette. Et dans la même veine, il y a le livre de Philippe Descola, Par-delà nature et culture. Vous voyez, c'est un assez gros bouquin. Il est vraiment intéressant parce que toute la culture occidentale, elle est basée un peu sur cette division entre la nature et la culture. Et dans cet ouvrage, donc, en tant qu'anthropologue, Philippe Descola en fait, essaye de voir à quel point c'est universel. Ça l'est pas. Il y a d'autres manières de comprendre le monde qu'à travers ces distinctions entre nature et culture. Et pour nous, par rapport à nos cheminements personnels, ça peut être extrêmement interpellant, justement pour changer un peu de regard. Après, vous avez un chouette petit livre sur la médecine chinoise, Chinese Medicine and Ayurveda, qui vous donne un peu une introduction en fait à la médecine chinoise et à l'Ayurveda, de Robert Svoboda et de Arnie Lade. Et pourquoi c'est intéressant, c'est parce que oui, tout le travail qu'on est en train de faire dans les systèmes de santé, qu'ils soient chinois ou indiens, ils sont aussi liés, on veut dire, à la nature. Ayurveda, ça signifie c'est la science de la vie. Mais la vie, c'est la vie en général. Et ce que vous avez au fondement de l'Ayurveda avec les Tridoshas, c'est les 5 éléments. Dès que vous renvoyez aux 5 éléments, ils sont à l'intérieur de vous, mais ils sont aussi autour de vous. Donc il y a toute une harmonisation qui n'est pas uniquement celle d'un être humain qui serait abstrait du monde dans lequel il est en train de vivre. Et pour la médecine chinoise, c'est la même chose. Et puis j'ai évoqué, puisqu'on a évoqué cette image de l'arbre, qui surtout pour nous, on pratique aussi le Qigong, donc l'arbre, c'est quelque chose d'important. Et il y a dans la tradition occidentale, il y a la très belle tradition juive de la Kabbale, qui est centrée en fait autour de l'arbre de vie. Et donc il y a l'ouvrage que j'ai cité, c'est celui-là, c'est une très très chouette introduction de Tsev Ben Shimon Halevi, donc le Kabbalistic Tree of Life. Et je sais que une grande partie de ces ouvrages en fait ont été traduits en français. Donc c'est vraiment une belle introduction. Et ce que j'ai pas cité, mais je voulais juste vous le montrer, donc il a fait un ouvrage comme ça, vous voyez, avec, alors est-ce que j'ai, voilà,
avec plein d'illustrations magnifiques, enfin qui vous donnent vraiment comment dire, une immersion, non pas uniquement par rapport à la théorie, mais à travers l'art, pour entrer un peu dans ce monde de la tradition juive, de la Kabbale et de l'arbre de vie. Ouais, donc il y a une très très belle tradition. Et le dernier livre, lui je vous en ai parlé déjà un certain nombre de fois, c'est Raymond Panicard, hein, qui est vraiment une de mes très très grandes inspirations. Donc Raymond Panicard a dédié toute sa vie en fait au dialogue interculturel et interreligieux. Et ce livre-là, en fait, ça s'appelle Entre Dieu et le cosmos, et c'est une interview. Hein, c'est des entretiens avec Gwendoline Jarczyk, je ne sais pas exactement comment on prononce. Et donc ça se lit vraiment assez facilement. Hein, lui, là, il a vraiment, c'est en théologie, en philosophie, c'est une sommité, Panicard. Hein. Il a écrit, je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de livres sur ces questionnements-là. Mais ce livre-là est un beau livre pour, on va dire, pour pas forcément des philosophes spécialistes, mais juste des personnes qui s'interrogent un peu sur l'être humain, c'est quoi là, entre le ciel et la terre. Il y a toute cette idée de l'approche cosmothéandrique. Hein, la réalité qu'on vit, elle est humaine, elle est cosmique, et dans ses mots à lui, elle est divine. Et elle a ces trois dimensions. Et Panicard, donc pour moi, était très important, et c'est lui aussi qui est au fondement du travail de l'Institut interculturel de Montréal. Hein, il a énormément inspiré Robert Vachon. Et donc toute la revue Interculture dont je vous ai envoyé les numéros, hein, qu'on peut télécharger maintenant en PDF sur Internet, tout est inspiré aussi par cette philosophie de Raymond Panicard. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à aller découvrir. Voilà, alors quelles étaient vos pensées, ou qu'est-ce que vous avez envie d'approfondir par rapport à ces deux lettres-là de 7 et 8? Alors, dans la lettre 7, j'adhère à tout ce qui est dit, mais ce à quoi ça me renvoie toujours et qui m'interpelle, c'est qu'en est-il dans la réalité de ce dialogue entre soi-même et les autres? Si je rapproche ça de l'histoire de l'humanité, j'ai toujours l'impression que on trouve difficilement l'illustration de tout ça dans le déroulement de l'histoire, aussi bien au niveau des rapports entre les individus ou des individus avec l'État, les États voisins, etc. C'est-à-dire que le dialogue, c'est souvent sous la forme d'un conflit. Ce que tu dis là, je dirais que c'est pour ça, pour moi, le dialogue, c'est vraiment une voie, hein, comme on dit, do, tao, hein, c'est la voie du dialogue. C'est un vrai cheminement, c'est une vraie quête, hein, d'une certaine manière. Robert Vachon disait, donc il était prêtre catholique à la base, donc la manière particulière d'exprimer la chose, mais il disait le dialogue, donc il parlait plus particulièrement du dialogue interculturel, parce que c'est là qu'on est vraiment confronté à des visions du monde qui ne sont pas du tout les nôtres, etc. Mais en fait, ça s'applique à tout véritable dialogue. Il disait le dialogue interculturel est crucifiant, mais libérateur. La plupart d'entre nous, on n'a pas du tout envie de se faire crucifier. Et donc, et ça, je parle même pas des gens. Là, il y a les élections américaines. Je ne sais pas si vous suivez un tout petit peu ça. Avec aujourd'hui, normalement, il y a les votes qui sont comptés, etc. Et quand vous regardez ce qui se passe là-bas, il y a une mauvaise foi, mais une mauvaise foi absolue, on va dire, dans ce que certains sénateurs ou parlementaires disent et font. Et tant qu'on n'est même pas dans une bonne foi dans le dialogue par rapport aux partenaires avec lesquels on est en train de dialoguer, déjà tout ce dont on est en train de parler
n'existe même pas. Enfin, on n'est pas encore dans le dialogue. On n'a même pas encore établi les bases pour qu'on puisse commencer à dialoguer. Donc là, ce que j'essaye de partager, c'est au moment où on se dit, essayons. Donc on a la bonne foi, on a la bonne volonté, on se dit, on veut bien faire l'effort pour essayer de dialoguer. Et même là, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait en fait imaginer et que ça ne va pas du tout de soi. Et dans mon travail, le dialogue avait commencé avec les autres. J'étais en sciences sociales, anthropologie, droit. Donc comment vivre ensemble, justement en essayant d'entendre les voix de chacun pour trouver un meilleur vivre ensemble, etc. Et je me rendais compte que ce dont parlent beaucoup d'anthropologues, le choc culturel. Moi, quand je suis allé la première année en Inde, quand j'avais 21 ans à l'université à JNU, j'ai eu des gros chocs culturels. Et à tel point que c'est une crise existentielle. On perd complètement ses repères. Et puis il y a tout notre ethnocentrisme qui ressort. Je me rappelle, après un mois à JNU, je vous passe tous les détails, je pourrais vous raconter une autre fois, mais il y avait, disons, beaucoup de choses très déstabilisantes par rapport à la manière dont les gens envisagent le temps, les horaires. Ça faisait vraiment très chaotique, très énervant. Il y avait beaucoup de choses qui se rajoutaient. Avec en plus le fait que les cours là-bas commencent en août, c'est la période de la mousson en Inde. Donc il fait super chaud, il pleut tout le temps. Donc on est complètement hors de son cadre normal. Et je me rappelle qu'après un mois de séjour à l'université, donc ça devait être en septembre, donc il faisait un peu moins chaud. Puis il y avait un grand campus, donc je marchais dans le campus, genre un terrain vague. J'avais un peu l'impression de marcher seul dans le désert. Et puis ressortait à l'intérieur de moi ce truc, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais c'est pas possible, mais ils sont cons, mais ils sont pas compétents, mais c'est pas possible. Enfin, on fait tous les efforts, on vient pour dialoguer, mais on peut pas dialoguer avec des gens comme ça, c'est pas possible. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pendant 1 heure, je me suis parlé à moi-même en me disant à quel point, en fait, les Indiens, c'était des gros incompétents avec lesquels on pouvait pas dialoguer, enfin, que c'était pas possible. Enfin, on fait tous les efforts, etc., mais franchement, là, ça va pas, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et après 1 heure de ça, j'en suis arrivé à la conclusion, c'est ça le dialogue interculturel. Et donc c'est juste pour vous dire aussi que c'est pas du tout facile, parce qu'on perd ses repères, on passe vraiment à travers une crise existentielle, parce que toutes les choses qui allaient de soi pour nous, ça va plus de soi. Si on ose écouter le témoignage de l'autre et l'expérience de l'autre. Mais alors on se base sur quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est encore, on continue d'être là? Et non seulement que donc c'est déstabilisant, mais quand on est déstabilisé, il y a cet ethnocentrisme qui ressort, qui peut même prendre une tournure raciste, en disant les Indiens, des cons, pas possible avec eux, quelque chose comme ça. Mais ça aussi, il faut l'expérimenter. Donc cette peur de l'autre, cette peur de l'altérité, cette peur de perdre ses propres repères, etc. Ça va très loin tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui moi, personnellement, m'a permis de cheminer sur ce cheminement, puis de le trouver très chouette, c'est quand même d'avoir des amis et des gens, voilà, quand on n'est pas tout seul, ça aide, le fait de... Voilà. Mais c'est la méditation. Et c'est là que je me suis rendu compte que justement le dialogue avec les autres, il allait de soi avec un questionnement de soi-même. De se dire, mais Christophe, mais qu'est-ce que tu penses? Mais pourquoi tu penses ça? Mais voilà, donc il faut commencer vraiment ce dialogue un peu avec soi-même. Et puis c'était ces espaces de méditation qui me permettaient de m'ancrer. Donc qui était plus le côté, on va dire, et au-delà, mais c'est juste le fait que je me pose et on se rend compte que nos pensées ne nous épuisent pas, dans le sens où nous ne sommes pas que nos pensées. On est une réalité bien plus profonde. Les pensées, c'est quelques nuages dans le ciel que nous sommes qui passent. Et si vous avez un peu cette expérience-là aussi de ce que vous êtes, ça rend un peu plus facile d'accepter qu'on puisse être complètement déstabilisé sur des concepts, des idées, des choses comme ça. Et c'est ça, après, petit à petit, ça m'a ouvert aussi avec le dialogue avec la nature. Mais donc, pour dire, Françoise, oui, moi je suis à 100% d'accord avec toi, et je dirais que même la pré-étape, qui serait de dire, ayons un dialogue de bonne foi, la majorité, enfin, dans ce qu'on voit dans le monde, là, parce que tu citais la politique et les choses comme ça, même ça, on n'y est pas. Et alors de passer au truc, essayons d'être de bonne foi. Et après, être de bonne foi signifie aussi, est-ce que quelque part, je fais confiance que l'autre va être de bonne foi? Est-ce que je fais confiance dans la vie de m'ouvrir à cette expérience?
Ou est-ce que je suis tellement parano que je dis, bah non, moi, je suis pas fou, hein. Je vais pas commencer à... Ils jouent tous, ils sont tous en train de mentir. Bon, moi, je vais pas baisser mes gardes, hein. Et donc, bon, pousser des mains, on travaille un peu moins, là, on voulait travailler un peu plus cette année, surtout avec la forme 13. Mais bon, il y a le Covid qui est arrivé. Mais même quand on a travaillé les années d'avant, ce qu'on a travaillé, peut-être que vous avez ressenti, certaines personnes sont complètement bloquées, ils ne veulent pas s'ouvrir, hein, de juste être à l'écoute, d'être poussé aussi. Et puis, on résiste avant tout. Et donc là aussi, physiquement, on se rend compte à quel point on a du mal à lâcher, à dire non, on est juste là pour se mettre à l'écoute mutuellement. On n'est pas là pour montrer qu'on est costaud et qu'on tient debout. On n'est pas là pour forcément convaincre l'autre. On est là pour ok, bah, j'échange, tu donnes quelque chose, moi je donne quelque chose, et puis voyons ce qui en sort. Et acceptons, entre guillemets, le risque que bah, le dialogue ou l'échange dans pousser de main ou ce genre de choses, il peut nous transformer. Alors, c'est un risque, ça fait peur. Mais en même temps, c'est pour ça que Robert Vachon disait c'est crucifiant, mais c'est libérateur. Moi, je me rappelle, surtout après la première expérience en Inde, quand vous vivez vraiment la première fois la grosse crise existentielle liée à du dialogue, vous ne savez pas si vous allez retomber sur vos pattes. Donc là, c'est vraiment flippant. C'est extrêmement flippant. Et après, dans mon cas, bah, finalement, ça a mis des mois quand même, hein, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais après, quelque part, vous retombez quand même sur vos pattes. Et moi, ça m'avait fait penser un peu à le chat, la pof, vous lancez dans l'air, il réatterrit sur ses pattes. Alors, on ne sait pas trop s'il sait comment il fait consciemment, mais il retombe sur ses pattes. Et donc, une fois que vous avez commencé, on va dire, à oser goûter le dialogue, ben, petit à petit, vous osez parce que vous vous rendez compte que si certaines conditions sont réunies, hein, par exemple, j'ai des amis, donc il y a des gens avec lesquels je pouvais échanger. Si vous êtes complètement tout seul et vous met dans une grosse crise existentielle, ça peut aussi vous entraîner vraiment en bas. Et si vous avez un certain cadre qui est un peu stable, ben là, vous pouvez vous permettre en fait de lâcher au moins un peu, et quelque part, vous allez retomber sur vos pattes. Et petit à petit, vous allez commencer à prendre l'habitude de pouvoir fonctionner sans forcément avoir trop de repères trop fixes extérieurs sur lesquels vous vous accrochez. Parce qu'il y a une confiance, Panicard, il parle un peu de confiance cosmique, on peut dire une confiance un peu plus large dans la vie qui commence à se manifester. Je crois que Trungpa en parle aussi, c'est juste une confiance que la vie n'est pas mauvaise en soi. Elle a sa propre intelligence, elle a sa propre... Donc on peut faire confiance à ça. On peut faire confiance au fait, on en parlait tout à l'heure par rapport à la respiration, que juste en mettant mon attention sur ma respiration ou sur ce que je suis en train de pratiquer, que je peux comprendre certaines choses. Et c'est pas vrai ou faux, c'est pas parce que c'est pas ce qui est marqué dans le bouquin que ce que je viens de ressentir est faux. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a ressenti autre chose que lui il a raison et que moi je suis une pauvre tâche qui comprend rien à ce qu'il fallait comprendre. Donc c'est petit à petit développer cette confiance dans un bon sens, on va dire, oui, voilà, tout n'est pas génial, mais tout n'est pas mal non plus, mais à la base, la situation est une situation qui se laisse travailler. Et le fait qu'on perde un peu les pédales de temps en temps, le fait qu'on perde un peu ses repères, c'est... quand on n'a pas l'habitude, c'est difficile, mais ça vaut le coup. Mais d'où, donc je termine par ça, pour moi, c'est vraiment une véritable voie. Et plus on l'approfondit, plus on se rend compte comment les 4 dimensions dont je vous ai parlé sont liées les unes aux autres. Et puis un autre mot qui était pas mal utilisé à l'Institut interculturel de Montréal, c'est dans les années 60, ils avaient créé cet institut justement pour donner un autre point de vue sur le monde, puisque dans les fin des années 60, années 70, l'idée c'était que tout le monde entier allait s'occidentaliser, que le nec plus ultra, c'est que tout le monde ait la science, la démocratie, les droits de l'homme, le développement, l'économie à l'occidental. C'était ça, il n'y avait pas d'autres... Tout le monde, toutes les tribus, tous les sauvages, tous les exotiques, etc., ils vont tous devenir des bons, entre guillemets, occidentalisés. Donc eux, ils ont essayé de dire, mais non, il y a d'autres visions du monde, il y a d'autres manières de faire. Et donc ils parlaient souvent d'une part de décoloniser notre esprit,
Et parfois aussi, il parlait de désarmement culturel. Hein, on est tous ethnocentriques, mais donc c'est un peu comme des armes. C'est ce que tu dis, Françoise. Parfois même nos mots, ils blessent, c'est des armes. C'est ce qui nous permet de passer en rouleau compresseur et imposer notre point de vue. Et puis, mieux on est dans la maîtrise de la langue, ben mieux on sera pour maîtriser les autres à travers notre art oratoire, entre guillemets. Puis là, on n'est pas du tout dans le dialogue. Et donc, il disait, le désarmement culturel. Est-ce que j'ose me désarmer? Est-ce que j'ose, même si je sais que j'ai des armes là affûtées, j'ai des argumentations béton, j'ai une logique infaillible, j'ai une rhétorique extraordinaire, etc. J'ai tout un système culturel derrière qui est hallucinant. Est-ce que j'ose dire, mais je ne les utilise pas? Parce que, enfin, utiliser dans le sens pour gagner. Me dire, ok, c'est des choses intéressantes, mais j'essaye de me mettre à l'écoute de l'autre, ou de la vie, ou de la nature. Et donc, pour ça, en fait, pour ce que tu viens de dire, moi, c'est des choses que j'ai appris, en fait, par rapport à toi, par rapport à tout ce que tu peux dire. Et avant le dialogue, forcément, on ne va pas revenir dessus, ça n'existait pas forcément pour moi. Donc, voilà, donc j'ai appris. Et il y a quelque chose quand tu dis, et je trouve ça super, c'est quand tu dis, en fait, quand tu dialogues avec une autre personne, c'est tu te vides en fait complètement, c'est ça? Tu te vides complètement pour pouvoir en fait ensuite être avec elle et pour pouvoir ensuite l'écouter, quoi. Tu enlèves tous tes armes, comme tu dis, c'est ça? Et disons que tu essayes de faire de la place à l'autre. Donc quand on dit se vider, oui, c'est ça, tu essayes de faire de la place à l'autre. Oui, tout à fait, faire la place à l'autre. Et ce que je trouve super joli aussi, c'est à partir du moment où tu as fait de la place à l'autre, ce qu'il faut aussi, le dialogue, ça fait aussi partie du silence quelque part. C'est-à-dire que c'est rentrer dans un silence et ensuite pouvoir entendre ce que l'autre personne te dit pour pouvoir discuter. Discuter sans porter de jugement ou sans être... c'est un peu... en fait, c'était pour en venir à ça. C'est un peu aussi comme dans la pratique, le pousser de main. Je trouve que ça va bien ensemble, en fait, ces deux choses. Parce que tu en parles dans la lettre, hein, je trouve que ça va super bien ensemble, dans le sens où le pousser de main, c'est quelque chose de très court, de très sensible. Enfin voilà, si t'es pas à l'écoute, c'est pas tu n'y arrives pas. Pousser de main, c'est un dialogue sans parole. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression, en fait, que le dialogue, c'est ça, si c'est comme dans le pousser de main, si la personne, elle sait pas, si elle n'est pas bien à l'écoute, elle est comme dans le dialogue, en fait. Voilà. Et je trouve que c'était, je voulais simplement dire que c'était une bonne interprétation des deux. Et en même temps, vous voyez, quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, que ce soit quand vous êtes en train de faire de la poussée des mains, quand vous êtes en train de dialoguer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes points de vue que soi-même, le fait de nous déstabiliser, ça nous renvoie aussi à où est notre centre. Donc il est où le centre? Donc si là on est complètement désarçonné, hein, on est poussé, on perd son équilibre, ou dans un débat justement on perd complètement ses repères, etc. Donc ça veut dire que le centre qu'on pensait avoir n'était pas finalement très centré. Enfin, il y a quelque chose qui nous a... Alors c'est quoi qui nous a déséquilibrés? Quelle est cette autre perspective que la personne est en train de nous présenter? Quel nouveau centre émerge par rapport à ça pour retrouver mon équilibre, en fait, par rapport à cette situation qui a changé? Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, parce que donc cet échange avec l'autre, si vous étiez tout seul, il y a... Oui, parfois je pense à cette image, vous savez, les petites lampes qu'on peut mettre comme ça avec un bandeau, hein, quand on fait de la randonnée ou des trucs comme ça, vous avez votre petite lampe. Quand vous avez la petite lampe, vous regardez où vous avez envie de regarder, il y a de la lumière partout.
Donc, si on vous parle, dites, mais non, mais moi, j'ai la vision totale. Partout où je regarde, j'ai la clarté de ce que je vois. Mais l'autre qui est en face de vous, qui voit, on va dire, l'ours, là, qui est dans votre dos, il dit, mais il y a un ours là derrière toi. Ah bah non, il n'y a pas d'ours, je ne le vois pas. Oui, mais tu t'es pas retourné. Donc vous avez l'impression d'avoir la vision complète. Parce que là où vous regardez, c'est éclairé. Il y a Panicard qui donnait une très très belle image. Il disait, chaque culture, c'est comme une fenêtre. Une fenêtre sur le monde. On partage un monde, mais chacun le regarde à travers une fenêtre donnée. Et je dirais, au-delà de la culture, chacun d'entre nous, on a une certaine fenêtre sur la réalité. Et il disait, plus la fenêtre est grande, et plus elle est bien nettoyée, ben plus on en oublie qu'il y a une fenêtre. Et on pense que c'est l'ensemble, c'est tout. Hein, vous prenez, je ne sais pas, la culture indienne, elle n'a pas besoin de la culture occidentale ou de la culture japonaise. Elle tient. Hein, vous avez une vision du monde entière, ça fonctionne très bien. Vous prenez, je ne sais pas, la vision du monde, entre guillemets, occidentale ou chinoise ou quoi que ce soit. Chacune se tient très bien toute seule. Elle est entière, elle aborde tous les différents aspects de la vie. Donc tu as l'impression qu'il y a tout, c'est complet. Et tu n'imagines même pas qu'il pourrait y avoir une autre vision du monde. Et après, tu rencontres quelqu'un qui regarde le monde par une autre fenêtre. Et tu dis, oui, je vois ce que tu vois, mais là, je vois autre chose. Ou même tu lui dis l'individu, hein, le droit, des notions comme ça. Puis bah non, droit, c'est quoi ce truc qu'on n'a pas, ça, c'est quoi? Puis c'est pas possible. Le droit, c'est fondamental. Enfin, il n'y a pas de société sans droit. Ubi societas ibius, hein, c'est disaient les Romains. Là où il y a une société, il y a du droit. Puis là, le gars, il dit, bah non, nous, droit, on ne connaît pas. Enfin, c'est quoi ce mot? On peut mieux expliquer, etc. Donc pendant longtemps, dans les approches évolutionnistes, on a commencé à se dire, bon, ils ont un truc, c'est de la religion, de la morale, tout ça c'est bien mélangé, donc c'est pas bien du droit comme chez nous, mais c'est du pré-droit, ou c'est du droit qui va en devenir, ou c'est du droit imparfait, etc. Puis pour petit à petit devenir ce que ça devrait devenir, nous on est plus évolué, donc après quelques temps, bah, eux aussi ils vont accéder au vrai droit, ils vont comprendre le vrai truc. Mais pour l'instant, bon, ils n'ont pas compris. Mais là, vous êtes en train de nier l'approche de l'autre. Vous considérez que bah, il doit devenir comme vous. Et tant qu'il n'est pas devenu comme vous, c'est comme dans les discussions sur l'acupuncture. Dans sa chambre, je me rappelle, il y avait les discussions. Mais ce serait bien quand l'acupuncture, quand on pourra l'expliquer. Parce que là, pour l'instant, c'est un truc, bon, c'est une médecine parallèle, mais bon, la science, il faut quand même qu'on puisse l'expliquer. Mais l'acupuncture, elle est parfaitement expliquée. Dans le cadre de l'acupuncture, vous regardez la médecine chinoise, c'est pas un truc au pif, hein. Vous avez toute une théorie qui explique très très clairement comment ça fonctionne. Et qui vous dit très très clairement comment vous devez faire les diagnostics, les machins, etc. Sauf que, en tant qu'occidental, vous allez dire, oui, non, mais explique-le à ma manière à moi. Je veux que vous me l'expliquiez avec mes théories à moi, et avec mes mots à moi, et avec mes... Il dit, oui, mais ça ne fonctionne pas de la même manière, parce qu'à un certain niveau, vos théories, elles sont basées sur d'autres choses que les nôtres, donc il n'y a pas d'équivalent en tant que tel. Mais est-ce que c'est pour ça que l'autre... Oui, Françoise? C'est comme l'explication du Ying par les jésuites qui avaient calqué ce qu'ils avaient compris d'après ce qui se pratiquait en Occident. Parce que tu mentionnes les jésuites, j'ai une de mes grandes amies, Yusho, qui a beaucoup travaillé sur le dialogue entre les Chinois et les... On va dire entre la Chine et l'Occident, dans le passé, mais aussi maintenant. Elle travaille beaucoup en fait sur les dialogues entre les sociétés civiles chinoises, européennes, etc. Et à un certain moment, elle m'a attiré l'attention sur quelque chose que j'avais un peu esquivé dans ma voie du dialogue. C'est le malentendu bénéfique ou le malentendu fructueux. Elle a dit dans l'histoire des jésuites qui sont allés en Chine, bah, au départ, l'empereur chinois et les Chinois pensaient que les jésuites, avec leur dieu, etc., ils parlaient un peu de la même chose que leur dieu du ciel, enfin de chinois. Et au moment où ils ont commencé à se rendre compte que non, ils ne parlent pas du tout de la même chose, et puis ils veulent tous nous convertir, etc., bah, ils se sont fait mettre à la porte. Hein. Mais donc en fait, il y a eu tout un temps où en fait on pensait qu'on parlait de la même chose, mais en fait on ne parlait pas du tout de la même chose. Mais c'est parce qu'on pensait qu'on parlait de la même chose qu'en fait on s'entendait bien.
Et d'ailleurs, quand vous regardez parfois dans le dialogue interreligieux, maintenant le monde change un peu, mais il y a encore une cinquantaine d'années peut-être, ou peut-être un peu moins, finalement ce que pense là le taoïste, ça vous énerve pas trop. Enfin, il est loin le taoïste. Hein, vous n'allez pas commencer à avoir un grand débat avec lui. À la rigueur, même vous allez lire son livre, vous allez dire c'est intéressant, c'est une belle philosophie ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant parce que c'est loin. Par contre, quand vous êtes donc un chrétien, et dans les chrétiens, déjà il y a le catholique et le protestant, et dans les protestants, il y a tous les différents mouvements de réforme. Là, ça se trouve, vous êtes vous êtes concile de telle année où il y a eu tel truc, et puis les autres, ils se sont mis à part, ils sont le concile d'après ça. Donc, quand vous comparez sur la globalité, vous êtes super proche. Vous dites, mais comparez un taoïste ou un hindou, en fait, vous êtes d'accord sur tout. Enfin, c'est juste sur un tout petit détail. 3 en 1 ou pas, ou enfin, tu vois, sur des questions, ou alors dans le corps ou pas, la résurrection, en fait, tu as l'impression que tu es sur des Vierge Marie, vierge ou pas, enfin, tu vois, quelle mère divine ou pas, enfin, tu dis, mais t'as tout qui est pareil, mais t'as certains points de doctrine où t'es pas d'accord. Et ben, c'est pour ces points de doctrine que tu vas te couper la tête, que tu vas faire des guerres de religion, alors que tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, comme quoi, parfois, tu vois, dans le dialogue, parfois aussi de pas trop bien avoir compris ce que dit l'autre, parfois c'est pas mal. Peut-être d'ailleurs même dans certains des trucs que je vous raconte, si vous voyez vers quoi ça peut mener, peut-être que vous n'aurez même pas envie de commencer à cheminer, parce que vous dites, ouh là là, ça va loin cette histoire-là. Alors que tant qu'on n'a pas trop bien compris, c'est pas trop grave. Bon, il raconte des trucs, et puis nous, c'est bien, on se sent bien, on respire, puis ça fait du bien, puis voilà. Puis petit à petit, on a un petit truc qu'on a compris. Mais peut-être que si vous aviez su au départ où ça allait vous mener, en fait, 20 ans ou 30 ans après, peut-être qu'au départ, vous n'aurez même pas commencé à faire le cheminement, parce que vous avez dit, mais attendez, c'est délirant. J'ai des amis qui se sont mis au tai chi à un certain moment, et puis le tai chi leur a fait du bien. Donc, ils commençaient à être mieux dans leur corps. Donc, ils ont commencé à arrêter de fumer. Puis, ils ont commencé à arrêter de boire. Puis, il y en a un, je me rappelle, il a quand même commencé à faire toute une cure, pas pour perdre du poids, mais pour vraiment détoxifier, enfin, pour être bien. Puis on se met une hygiène de vie. Donc on commence à dormir plus régulièrement. Et puis petit à petit, on commence à se rendre compte que tous les copains avec lesquels on n'arrêtait pas de boire des bières chaque samedi soir, parce que c'était ça qu'on faisait, on n'a plus grand-chose parfois à leur dire. Et donc comme ça se fait dans une petite évolution, il y a des choses, voilà, c'est un cheminement. Si la personne vient s'inscrire au tai chi, vous lui dites, bon, c'est bien, tu vas venir au tai chi, donc en fait, c'est très très bien, comme ça tu pourras abandonner de boire, de fumer, de manger de la viande, tu vas perdre tous tes copains, en fait, tu sais, qui en fait, avec lesquels tu n'as rien à partager, etc. Tu vas dormir, tu vas plus faire la fête, tu vois, etc. La personne dit, attends, je vais pas faire du tai chi, mais t'es fou, enfin, tu vois, moi tu vois. Donc, voilà, enfin, là, je sais pas, on est parti un peu sur une voie un peu à côté, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment une voie de dialoguer. En même temps, je trouve que le fait d'accepter que justement, quand on se rend compte que d'autres peuvent avoir des points de vue qui sont complètement différents, ou qu'on peut être complètement ébranlé en fait dans notre manière de voir, qu'elle n'est pas universelle en tant que telle, ça nous permet aussi d'être un peu plus cool par rapport au fait qu'on ne comprend pas tout. De dire, là... le truc là que Françoise me dit là, j'ai pas vraiment complètement compris quoi. Là, Alexandra, certains des trucs qu'elle me sort là, je vois pas trop, mais c'est pas grave. Et on continue à discuter, puis petit à petit, avec le temps, ça prend aussi beaucoup de temps, mais petit à petit, on commence à comprendre un peu le point de vue de l'autre personne. Mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et plus effectivement on fait confiance aux personnes, plus aussi on peut s'ouvrir par rapport à certaines personnes. Et donc là, on autorise quelque part à se transformer plus aussi à l'intérieur. Mais à chaque fois ce côté, ça c'est la beauté du pluralisme. Panicard dirait ce mot-là, le pluralisme. C'est aussi justement de se rendre compte que la réalité, elle ne peut pas être épuisée entièrement par les lumières de la raison. La réalité n'est pas que logique, c'est pas que pensée.
Il y a un mystère qui est sous-jacent. Et on ne pourra jamais épuiser ce mystère. Hein. Revenons au début du Tao Te Ching. Tao que Tao fait Chang Dao. Ming que Ming fait Chang Ming. Le Tao dont on peut parler, c'est pas le Tao. Le nom qu'on peut nommer, c'est pas le véritable nom. Donc ça veut dire qu'il y a toutes ces dimensions sous-jacentes qui sont là, qu'on ne pourra jamais complètement comprendre. On comprend un tout petit peu en fait. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas bien vivre. Et parfois avec des êtres humains dans d'autres cultures, quand je suis en Chine, je parle pas très bien chinois, j'ai passé des très bons moments avec mes amis chinois, on mange ensemble, voilà, et puis on échange un peu. Mais en fait, en termes de communication, on est un peu limité. Ou en Inde, il y avait des gens pareils qui parlaient pas vraiment bien anglais, et je leur avais enseigné du karaté. À un certain moment, on échange à travers des choses comme ça. On passe des moments ensemble. Ça aussi, ça a de la valeur. Parce que ça a de la valeur aussi, puis les personnes, enfin, je pense aussi que pour pouvoir dialoguer, et tu l'écris aussi dans les lettres, c'est quand tu arrives à ouvrir ton cœur. Oui. Panikkar disait aussi la philosophie, souvent on dit philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Et il dit oui, mais parfois on en oublie que c'est la philosophie, l'amour de la sagesse, oui, mais peut-être c'est aussi la sagesse de l'amour. C'est un peu comme par exemple quand tu es dans la nature, enfin je veux dire quand on est dans la nature, en tout cas moi je l'apprécie, c'est ça que tu rentres en dire, enfin c'est quand tu es sur la plage ou quand tu es dans la forêt ou quand tu ouvres ton cœur à tout ça, tu es bien, tu respires, enfin, voilà, et donc logiquement quand on est entre nous, entre personnes, voilà, et qu'on peut dialoguer, c'est un peu ça. Oui. Normalement, on doit se tout de suite. Avec ce que disait Françoise, c'est que, constatation, si je résume ça dans une phrase très simple, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Donc si tu as juste cette attitude-là, tu vois, comme ça, et que tu vas avoir des gens qui vont t'utiliser, t'exploiter, te taper, parce que toi, tu es compassionné et ouvert et que tu vois pas ce qui se passe autour, ça peut être... Alors là, après, tu risques de te fermer à vie, parce que tu dis, non, plus jamais, parce qu'on est trop blessé par rapport à ce qui peut nous arriver. Donc le fait aussi, donc cheminement du guerrier dont on a parlé l'autre fois, l'ouverture du cœur, c'est quelque chose qui se travaille. Pour pouvoir s'ouvrir, il faut être centré. Et plus on veut pouvoir s'ouvrir, plus il faut aussi savoir se centrer, etc. Et il faut aussi comprendre quelles sont les choses sur lesquelles on peut agir, quelles sont les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, quelles sont les choses où il vaut mieux faire un détour, et quelles sont les choses qu'on peut affronter directement, et quelles sont les choses où peut-être on fait une esquive, et quelles sont les choses qu'on peut-être on va affronter ensemble avec des amis. Mais on ne va pas le faire tout seul. Tout ça, ça fait partie de cheminement et de dialogue. Dialogue, c'est aussi comprendre, d'une part, où est-ce que je suis situé, comment est-ce que moi je vois les choses, quelqu'un d'autre les voit autrement. Mais c'est aussi comprendre, donc ça c'est plus le centre, où est mon centre, d'où est-ce que je regarde les choses, mais c'est aussi comprendre où sont mes limites. Même dans un débat, c'est-à-dire jusqu'où je suis prêt à aller dans le débat, et quand est-ce que pour moi ça devient trop personnel et trop inconfortable, là je peux pas. Enfin, c'est pas que je trouve que c'est pas une bonne idée d'en parler, mais là je peux pas en parler. Parce que rien que le fait de me renvoyer à telle expérience, j'ai commencé à pleurer, à être malade, parce que je peux pas le gérer là comme ça directement. Donc tout ça, ça fait partie. Donc effectivement, oui, ouverture, mais en même temps, dialoguer, c'est à chaque fois respondere. Quand on parle responsabilité, pourquoi est-ce que c'est un mot que j'aime beaucoup? Responsabilité, c'est les réponses. À chaque fois, on envoie quelque chose, mais il y a une réponse. On fait un poussé de main, il y a une réponse. Je vous dis quelque chose, il y a aussi quelque chose qui va revenir. Et puis c'est ces réponses qui, quelque part, qui me permettent à me situer. Et certaines des réponses sont sympathiques et certaines des réponses sont pas agréables du tout. Et l'intérêt par rapport à l'art martial, c'est que donc dans le cheminement,
comment est-ce qu'on arrive à devenir sensible et à l'écoute, même dans une situation où la personne en face veut vous couper la tête. Mais vous ne passez pas à cette phase-là comme ça. Hein? Est-ce que je peux revenir à ce qui était ma question première en l'orientant par rapport à un documentaire que j'ai vu hier sur la fin de la guerre au Japon. Mm-hmm. Donc, je mets en relation deux choses. Une qui était dans la lettre 7, le cœur sensible et le propre du guerrier. Et à la fin donc, de la guerre, quand les Japonais sont dans une situation vraiment très difficile, le leitmotiv des dirigeants à tous ces soldats, c'est sacrifiez-vous tous et mourrez tous. Et donc, les Américains leur proposent une reddition honorable parce que bon, ils savent que bon, le samouraï ne veut pas céder comme ça, il faut que ce soit quand même acceptable, accompagné quand même d'une menace, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas notre proposition, ça va être terrible. Et donc les Japonais refusent, donc on largue une première bombe sur Hiroshima et la réaction des gouvernants, c'est de dire on continue le combat et même de ne pas donner d'importance à ce qui s'est passé, puisque apparemment, dans le journal du lendemain, ça ne donne lieu qu'à quelques lignes d'information. C'est pris comme quelque chose de secondaire et le combat continue. Et donc voilà, la question que je me posais, c'est comment d'une culture dans laquelle l'honneur du guerrier est très important, on en arrive là. Je crois, première chose pour mettre le contexte, hein, quand Trungpa parle de la sensibilité du cœur du guerrier, c'est clair que lui, il parle par rapport à la voie du, entre guillemets, du guerrier spirituel. Hein, avec, c'est un lien auquel je pense, après je reviens à ta question plus précise. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une des choses importantes, vous l'avez aussi dans le bouddhisme, dans les 6 perfections, c'est virya, hein, qui est l'énergie, hein, qui est de la même racine d'ailleurs que virilité. Hein, le héros. Et vous avez ça dans le yoga. Hein, donc on dit parfois que celui qui ose s'affronter soi-même, on va dire, c'est un virya, c'est un héros. Et ça, vous avez la même racine de virilité dans vertu. Hein, c'est aussi c'est cette même chose. Et en fait, le Tao Te Ching, c'est le classique de quoi? Ching, c'est le classique, mais Tao, c'est le Tao, et Te, c'est la vertu aussi. Donc la vertu dans le sens que c'est ce qui rend effectif, entre guillemets, le Tao. Hein, puisque pour se manifester, c'est cette chose-là. Donc c'est pour ça qu'à un niveau très très profond, donc là quand Trungpa parle du cœur du guerrier, il parle du guerrier entre guillemets au sens spirituel, du héros, de celui qui ose s'ouvrir au monde en fait, hein, qui ose, qui ne se retire pas du monde mais qui ose s'y ouvrir. Maintenant dans les arts martiaux, à un certain niveau, à nouveau vous l'avez au moins par rapport à la situation de combat, puisque il y a une limite à ce que vous pouvez atteindre avec uniquement, on va dire, la force brute. Si vous êtes jeune, grand, fort, etc., que vous faites plein de trucs et que ça va peut-être marcher. Mais petit à petit, vous allez devenir quand même plus vieux, vous n'allez plus avoir les mêmes muscles, vous n'allez plus avoir, etc., etc. Puis vous risquez de tomber sur quelqu'un qui est peut-être encore plus costaud que vous, etc., etc. Donc, il y a des limites, on va dire, dans
dans le fait de se reposer uniquement sur le côté force, masse, armure, etc. Et la limite, elle est rencontrée quand vous avez quelqu'un en face qui est plus sensible et plus adaptatif. Et bien sûr aussi plus compétent après dans l'utilisation de ça. Donc, dans la situation de combat, c'est ce qu'on avait parlé dans des discussions avant, on passe, on va dire, du guerrier qui est un guerrier animal. Là, déjà on a peur et puis on y va parce qu'on a peur, on fonce, puis plus on a mal, etc. L'adrénaline monte de plus en plus et puis on est complètement dans cette rage, quelque part, assez animale. Puis le prochain niveau, c'est celui d'être humain. Donc on essaye de maîtriser déjà un peu les émotions, on essaye de faire de la stratégie, hein, d'appliquer une technique qui va nous permettre d'être plus efficaces. Et puis après, petit à petit, vous passez à la dimension plus spirituelle, qui est de dire, il n'y a même plus de combattants en tant que tels. Hein, on laisse ce qui doit se faire. Donc on est complètement, on dit parfois, dans le flow, on est dans le moment. Hein, on est complètement là-dedans. Et c'est ça qui permet d'avoir le meilleur résultat. Maintenant, cette situation de combat-là, n'oubliez jamais que c'est une situation donnée. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui est un guerrier et qui arrive à être dans cet état-là quand il est en combat. Ça ne signifie pas qu'il a réussi à appliquer ça par rapport à l'ensemble de sa vie. Vous pouvez avoir des gens qui sont des sportifs extrêmes ou des soldats ou des légions étrangères ou forces spéciales ou des choses comme ça. Et peut-être que quand ils arrivent chez eux à la maison avec leur épouse, ils vont péter un plomb sur des histoires de tubes à dentifrice pas fermés, ou sur des choses comme ça. Ce que j'essaye de dire par là, c'est le fait, quand on a parlé aussi dans des dialogues avant, l'idée de dojo. Hein, donc les Japonais disent le dojo, c'est l'endroit où on pratique la voie, hein, que ce soit la méditation, que ce soit le karaté, que ce soit le tir à l'arc, peu importe. Mais cette idée de dojo, on peut la prendre plus largement, c'est pas uniquement un espace physique. D'une certaine manière, nous, notre pratique, hein, par exemple le tai chi, c'est notre dojo. Hein, qu'on le pratique maintenant dans un endroit particulier, mais c'est à l'intérieur de cette pratique qu'on va essayer de développer en fait un certain nombre de qualités. On va essayer de se centrer, on va essayer de se mettre à l'écoute, on va essayer de faire toutes sortes de choses. Mais pour que cette pratique-là, petit à petit, commence à vraiment nourrir ou faire tache, je sais pas, j'aime pas beaucoup l'image, mais on va dire tache d'huile, hein, par rapport aux autres aspects de notre vie, c'est pas aussi facile que ça. Donc le fait, là par exemple, qu'on soit en train de discuter, de donner un peu de contexte philosophique, c'est des choses qui nous permettent de faire les ponts. Ça nous permet de dire, quand on fait pousser les mains, on me pousse, j'accepte la poussée. Hein, il est yang, je suis yin. Puis je deviens yang et l'autre il devient yin, etc. Et après je dis, mais tiens, mais en fait quand on est en train de dialoguer, c'est un peu comme ça. De manière générale, Christophe, il est plus yang que les élèves, puisque quelque part, c'est moi qui suis en train d'enseigner. Donc, c'est moi qui est le pôle plus yang et vous êtes dans le pôle plus yin, de manière générale. Mais même à l'intérieur de ça, quand Françoise dit quelque chose ou pose une question, c'est elle qui est yang. Et moi, je dois devenir yin, même si je suis à la base yang par rapport au rôle que j'ai à jouer à ce moment-là. Donc, en fait, ce qu'on a exploré par rapport à la poussée des mains, on commence à se rendre compte qu'on est dans une chose similaire quand on est en train d'avoir une interaction. Et que si, au moment où Françoise veut me poser une question ou veut donner un partage d'expérience, moi je continue à lui parler, et qu'elle, après, elle va parler de plus en plus fort parce qu'elle a aussi envie, et puis Alexandra dit « je comprends rien, arrêtez-vous tous les deux », etc. Le dialogue commencera à devenir un peu compliqué. Et donc, les liens peuvent être faits, mais ils ne se font pas naturellement. Et donc, ce à quoi je veux en revenir, tu peux avoir des combattants donc qui vont avoir réussi, ou des artistes. Tu as des très très grands artistes qui arrivent à être dedans quand ils sont dans leur art, que ce soit la peinture, la musique ou quoi que ce soit, mais qui ont beaucoup de mal parfois à fonctionner hors de leur art. Hein, en tant qu'artistes de vie, ils ne sont pas tout à fait à la hauteur encore. Enfin, il y a parfois même des très grandes... comment dire, c'est le mot anglais, imbalance, des choses qui ne sont pas du tout harmonisées.
hein, parfois un côté excessif. Ce qui permet d'être dedans, c'est on a une très très grande sensibilité qui fait, puis on arrive à l'exprimer, donc c'est des choses qui sont extraordinaires. Mais en même temps, on n'arrive pas à gérer cette sensibilité par rapport à sa vie de tous les jours. Et donc parfois, on part dans les drogues, on part dans l'alcool, on part dans d'autres choses. Au départ, on pourrait être étonné, on se dit, mais je ne comprends pas comment quelqu'un qui est... Enfin, il devrait être super centré hein, par rapport à ce qu'il fait là, dans sa peinture ou dans sa musique. Puis c'est pas forcément le cas. Donc ma réponse, elle serait un peu ça. Je crois qu'au fond, si on veut vraiment aller chercher loin dans ce que ça demande d'être vraiment guerrier jusqu'au bout, ben, tu as ces capacités quelque part qui sont développées dans un cadre donné. Mais la question, c'est de voir jusqu'à quel point, en fait, ce cadre-là, il va déborder, il va t'influencer, il va te transformer par rapport aux autres aspects de ta vie. Et ça rejoint un peu cette différence entre Bujutsu et Budo qu'on avait parlé. La technique martiale et la voie martiale. Parce que même une technique, par exemple, pour vous rendre calme, ça reste une technique. Ok, maintenant je respire. Ok, j'applique ces techniques-là. Mais est-ce que l'application de ces techniques a petit à petit mené à nous faire comprendre des principes et à changer notre substance? Ou est-ce qu'on a, entre guillemets, juste notre boîte à outils qu'on maîtrise et qu'on sait sortir le bon outil au bon moment, mais fondamentalement, on n'a pas été changé. Et là où ça devient une voie, c'est quand on a été changé. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la remarque qu'a faite Françoise au départ, c'est que oui, la voie du dialogue, c'est une vraie voie. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'on est encore complètement à côté de la plaque. Combien de fois je me fais la remarque? C'est vrai que là, c'est mon rôle. Entre guillemets, je suis le responsable là. Mais même dans les discussions comme ça qu'on a avec les amis, quand c'est pas le cas, quand je suis pas l'enseignant, j'ai quand même tendance à beaucoup parler. Donc j'ai pas tendance à faire un peu rouleau compresseur. Donc je me dis souvent, Christophe, oh, c'est difficile pour moi. Il faut plus te mettre à l'écoute, etc. Voilà, là je pensais que j'allais y arriver, puis non, à nouveau je suis parti pour voilà. Ou quand on fait certains travaux, comme il y a certains aspects qui m'intéressent, ben, il y a d'autres aspects que je ne vais pas me mettre à l'écoute. Et je me dis, Christophe, mais merde, là, il y a encore un truc important que tu n'étais pas capable de te mettre à l'écoute de ça parce que tu étais déjà sur autre chose, tu vois, qui t'interpellait plus. Et donc, à chaque fois, c'est un travail comme ça continu, un cheminement continu. Alors juste, donc là, c'est pas uniquement Zoom. Là, il y a mon téléphone qui a pratiquement plus de... Je sais pas, il doit rester 5 ou 10 minutes. Donc, c'est bien. Je vois, c'est sympathique dans le sens que les lettres qui parlaient de dialogue, elles nous ont bien fait dialoguer. Mais donc, sachant que là, on a à peu près peut-être 5 minutes pour clôturer un peu. Donc... j'essaie de faire un peu yin, tu vois. Alexandra. On n'a pas parlé des 5 éléments. Alors, est-ce que vous avez envie, peut-être on peut faire ça, hein, parce que c'est vrai, on n'a pas du tout parlé. Est-ce que vous avez envie qu'on se garde un peu... De garder pour la prochaine fois? Oui, de se faire donc uniquement une lettre la prochaine fois, et qui seraient les 5 éléments et la nature. Hein, parce que je crois la nature... Ah oui. Oui, puisqu'on n'a pas parlé de la nature. La nature, elle parle. Voilà. Un énorme dialogue avec... Oui, et à nouveau, tu vois, pour certains êtres humains, le premier dialogue, c'est celui-là. Hein, si tu es quelque part, tu es un berger qui passe des mois et des mois chaque année avec tes moutons dans la montagne et tu ne parles pas trop à d'autres personnes, ton dialogue primordial, c'est la nature. Hein, et après, l'autre vient après. Chez nous, quand tu es un citadin, la plupart du temps, tu vas plutôt commencer, on va dire, avec du dialogue avec d'autres êtres humains, et puis peut-être que certains, ça met beaucoup de temps pour se rendre compte qu'il y a même de la nature, parce qu'ils voient que des maisons et des routes et des voitures et des écrans et des choses comme ça. Mais là aussi, ça ne va pas du tout de soi. Selon d'où on vient, pour certains, le grand défi, c'est de s'ouvrir à la nature. Pour d'autres, le grand défi, c'est de s'ouvrir aux humains. Et elle répond en plus, la nature. Elle répond. Elle répond, bien sûr. Une des choses, mais c'est bien, gardons ça pour la prochaine fois.
il y a vraiment pour moi le fait d'aller à Bhoutan et d'être là-dedans. Et puis j'avais les jeudis, c'était nos journées de libre. Donc je passais mes journées à aller dans la montagne avec les premières années, c'était plus j'allais voir les temples. Et après, une fois que j'avais vu un peu les temples et qu'il commençait à y avoir de plus en plus de monde dans les temples, petit à petit, j'allais passer ma journée en fait dans la montagne, hein, sous les cascades d'eau, dans les ruisseaux, dans toutes ces choses-là. Puis aussi aux différents endroits. Et certaines choses que je pratique, c'est vraiment, enfin, au sens littéral du terme, c'est la montagne qui m'a appris. Donc il y a vraiment, il y a des choses où on ne comprend même pas trop comment ça se passe exactement, mais c'est le fait de vous imprégner, puis il y a des choses intéressantes qui se... Mais est-ce qu'on se met à cette écoute-là? Et après, il y a le côté plus intellectuel, c'est de regarder, de dire, ah mais l'eau, hein, Tai Chi, c'est l'art martial de l'eau. C'est quoi l'eau, hein? Quelle est la réalité de l'eau? On a évoqué déjà un tout petit peu, je crois, la dernière fois, cette image de l'eau, hein, qui descend du sommet de la montagne, qui va jusqu'à la mer, qui se réveille. Bon, ça, c'est déjà une des choses, mais ça fait partie de Tai Chi. Les différentes manifestations de l'eau. Hein, l'eau en glace, l'eau en neige, l'eau en vapeur, l'eau en goutte. Hein, Françoise a fait toute une étude là sur l'eau. Enfin, je ne sais pas si tu as arrêté ou si tu es encore en train d'explorer. Non. C'est énorme. Et puis tu as l'eau... Voilà, puis tu as l'eau océan de vie, tu sais, enfin l'océan, là, voilà, ça c'est une eau. Puis l'eau des rivières, c'est pas la même. L'eau des lacs, c'est pas la même. Enfin, c'est énorme. Donc oui, donc si vous voulez, gardons-nous ça donc, pour la prochaine fois. Donc on va se faire une séance sur la nature, les éléments. Là, j'ai plus parlé des 5 éléments, entre guillemets, européens et indiens, mais on peut aussi parler un peu des 5 éléments déjà chinois. Et puis peut-être toute cette notion un peu de contemplation de la nature. On avait fait une fois la contemplation sur les bateaux, sur les catamarans. Mais à quel point est-ce que la nature externe reflète aussi nous renvoie à notre nature intérieure, hein, toute cette histoire aussi du microcosme et du macrocosme, hein, comment quelque part ils sont liés ensemble. D'accord, donc ok, donc on va pas l'oublier. Et si jamais je vois ton atelier, tu es en plein dans ton atelier, si jamais tu as envie de nous montrer quelques-unes de tes explorations par rapport à l'eau, tu sais, la prochaine fois, prépare-les, comme ça on regardera un tout petit peu tes explorations artistiques. Ok. Allez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Puis bonjour au chat, je vois qu'apparemment il apprécie bien nos petites rencontres. Elle écoute tout. Voilà. Ok. Allez. Bon après-midi, merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Et bonne année, hein. Oui. Bonne année. Il commence bien.